Grand 2, l'espace des états et sa structure. Donc, ce qu'on appelle espace des états, c'est simplement l'ensemble des états possibles pour un système. À chaque instant, le système, une particule, un verre d'eau, ce que vous voulez, est dans un état, mais il y a tout un tas d'états possibles qui lui sont accessibles. Et l'espace des états, c'est juste cette collection. Petit 1, principe de combinaison. Donc, on va commencer par le principe de combinaison, historiquement appelé principe de superposition. Il est si fondamental ce principe qu'on ne va pas pouvoir vraiment le justifier. Par définition, un principe fondamental, vous ne pouvez pas le faire découler d'un autre principe. Alors, que nous dit ce fameux principe de combinaison ? Eh bien, il nous dit qu'à chaque fois qu'on a deux états quelconques, deux états possibles pour un système, eh bien on peut combiner ces états et en faire un autre. Alors, ça veut dire quoi combiner ici ? Eh bien, ça veut dire combiner au sens des combinaisons linéaires en mathématiques. Typiquement, si on a deux états E1 et E2, eh bien, toutes les combinaisons linéaires de ces deux états sont encore des états possibles. Soit par exemple, alpha E1 plus bêta E2. Avec alpha et bêta des nombres complexes, on verra ça plus tard. Le principe de combinaison, on l'a déjà en physique classique, mais pas pour les états. Dans la relation fondamentale de la dynamique, par exemple, la masse fois l'accélération égale la somme des forces. Eh bien, cette somme des forces-là, c'est une combinaison linéaire. Si on a plusieurs forces, on fait la somme vectorielle des forces. C'est le principe de combinaison. On note que l'opérateur de dérivation d sur dt ici est linéaire, c'est-à-dire que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc il y a une structure d'espace vectoriel déjà là-dessous. On a la même idée pour les solutions de l'équation d'onde, et en fait, on a la même idée partout où il y a des opérateurs différentiels, c'est-à-dire partout en physique. Mais la physique quantique va un peu plus loin. Elle conserve ce principe de superposition et va au bout en fait. Quelque part, la physique classique s'arrête en chemin. L'évolution des systèmes obéit à ce principe, mais ce principe n'est pas appliqué aux états eux-mêmes. Ce que dit la physique classique, c'est ok, l'évolution est linéaire, les lois de la physique sont linéaires, mais en plus, les états des systèmes peuvent être combinés de façon linéaire. Voilà pourquoi on préférera parler de principe de combinaison plutôt que de superposition. Quand vous avez deux vecteurs A et B et que vous formez A plus B, vous ne dites pas que vous superposez des vecteurs, vous les combinez. Ce principe confère à l'espace des états une structure bien particulière, celle d'une structure d'espace vectoriel. Petit 2, structure globale de l'espace des états. Petit a, rappel. Alors, si vous pouvez faire des combinaisons linéaires au sein d'un espace, c'est-à-dire prendre deux éléments de cet espace, les combiner et que vous êtes encore dans cet espace, vous avez un espace vectoriel. Un espace vectoriel, ce n'est pas juste un espace. Il y a un corps associé, un corps de nombres. Le corps que l'on va utiliser, on le verra plus tard, ce sont les complexes. On rappelle que les éléments du corps qu'on utilise, on les appelle des scalaires, ça les distingue des vecteurs. Par contre, toutes les valeurs des grandeurs des observables, si vous faites une mesure, seront données par un réel, évidemment. Petit b, notation. Chaque état est un élément d'un espace vectoriel et est donc représenté par un vecteur. Mais ces vecteurs n'ont rien à voir avec un vecteur géométrique qui pointe dans une direction. Donc, on utilisera sans arrêt le même mot, vecteur, au sens ordinaire, vecteur position, vecteur vitesse, mais aussi vecteur pour désigner un élément de l'espace vectoriel des états, c'est-à-dire un état. Du coup, on ne va par contre pas employer la même notation. Et il y a une notation universelle en physique. On note les états, qui sont donc des éléments de l'espace des états, comme ceci. Les vecteurs de l'espace géométrique, on les note avec une flèche dessus, c'est une convention. Dans l'espace des états, on note les choses comme ça. Une barre verticale, ici, au niveau du point, quelque chose qui va venir spécifier de quel état on parle, un élément graphique qui le caractérise, et puis un crochet qui se ferme. Et ça s'appelle un ket. Et on verra plus tard des bras qui font ensemble des brackets, d'où la notation. Bracket signifiant crochet en anglais. Donc, tout élément d'un espace vectoriel d'état est appelé ket. Mais on l'appelle ket pour être bien sûr qu'on ne confond pas avec un vecteur géométrique. On peut évidemment avoir plusieurs kets. Voici le ket psi, le ket a, le ket up. Et du coup, si on a deux états a et b, une combinaison linéaire des vecteurs a et b sera par exemple alpha a plus bêta b. Question. Ces kets, ils ont les propriétés des vecteurs ? Ce sont des vecteurs. Donc ils en ont toutes les propriétés. C'est juste la notation qui change.
Ce sont des vecteurs, mais pas des vecteurs de l'espace géométrique. Ce sont des vecteurs de l'espace des états, qui est un espace vectoriel. Question. Tous les quêtes ont la même dimension? Alors, selon le système étudié, l'espace des états ne sera pas le même. Donc vous ne pouvez pas combiner l'état d'un système avec l'état d'un autre système. Vous ne pouvez combiner que des états du même système, qui auront donc la même dimensionnalité en tant qu'élément d'un espace vectoriel. Par contre, on ne changera pas la notation. De même qu'on ne change pas la notation d'un vecteur géométrique s'il a une, deux ou trois dimensions, tous les éléments d'un espace d'état quantique seront notés ket comme ça. Alors, une dernière chose pour finir toute cette première partie, et ce pour vous éviter une erreur qu'on trouve partout, et qui est à l'origine de toutes les absurdités qu'on entend à propos de la mécanique quantique, c'est qu'il ne faut jamais imaginer qu'un système dans cet état alpha A plus bêta B, il serait à la fois dans l'état A et dans l'état B. C'est complètement débile. Il n'est ni dans l'état A ni dans l'état B. Et dans quel état est-il? Dans celui-ci, alpha A plus bêta B. C'est un état de plein droit, exactement comme l'état A ou l'état B. C'est comme si vous disiez, quand vous faites une somme de deux vecteurs du plan, genre A plus B, que ce vecteur est à la fois A et B. Ce vecteur est un vecteur exactement comme les autres. Il n'est pas plus vecteur, pas moins vecteur, il n'est pas spécial. Eh bien cet état-là, c'est un état comme tous les autres. Petit 3. Dynamique d'un système. Nous avons présenté les vecteurs d'état, les quêtes, qui sont donc des vecteurs comme les autres. Il n'y a pas de statut particulier de ces états. Mais dans cette partie, nous allons voir que certains états ont un statut particulier vis-à-vis d'une grandeur physique particulière. Petit a, opérateur d'évolution. On va appeler la dynamique d'un système ce qui décrit comment le système évolue. Et comment évolue-t-il? Eh bien, simplement en changeant d'état. Et on va définir tout de suite ce qu'on appelle l'opérateur d'évolution. Petit b, propriété générale. Première propriété, linéarité. L'opérateur d'évolution, par définition, c'est l'opérateur qui fait passer de l'état du système à un instant donné à un autre instant. Donc l'état à l'instant t se note ket psi de t, et on veut passer à l'état du même système à l'instant t', que l'on va noter ket psi de t'. Psi de t', c'est un nouveau ket, un nouveau vecteur d'état. Et il y a évidemment une opération qui fait passer de l'état à l'instant t à l'état à l'instant t'. Et cette opération, c'est l'opérateur d'évolution. Cet opérateur, nous allons le noter U. En général, on le note U parce qu'il s'agit d'un opérateur unitaire. Nous verrons plus tard ce que ça signifie. Cet opérateur a un certain nombre de propriétés, il en a même beaucoup. Nous ne les verrons pas toutes pour l'instant car nous n'avons pas les outils mathématiques adéquats. Mais sa propriété générale, qui ne va pas vous surprendre compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que c'est un opérateur linéaire. Cet opérateur, lorsqu'on l'applique à l'état à l'instant t, on obtient l'état à l'instant t'. C'est sa définition. Donc, si en partant de l'état psi de t, on obtient l'état psi de t', nous allons avoir u de t et t' appliqué au ket psi1 de t, et ça nous donne u de t et t' appliqué au ket psi1 de t égale ket psi1 de t'. Si maintenant je pars d'un autre état psi2 de t, je vais obtenir l'état psi2 de t', qui vaut simplement ceci, u de t et t' appliqué au ket psi2 de t. Aucune surprise. On a juste implémenté le fait que u est l'opérateur d'évolution du système. Eh bien, la linéarité nous dit que si on part d'un état alpha ket psi1 de t plus bêta ket psi2 de t, on arrive à l'état alpha ket psi1 de t' plus bêta ket psi2 de t'. Donc c'est le même opérateur d'évolution qui, quel que soit l'état de départ, que ce soit une combinaison linéaire d'autres états ou non, réalise l'évolution du système. Et il a la première propriété très importante de la linéarité, qui fait que si vous voulez l'appliquer à une combinaison linéaire d'états, ça donne la combinaison linéaire de l'application de U. Donc, pour le dire vite, l'évolution d'un état combiné, c'est la combinaison linéaire des évolutions des états individuels. Deuxième propriété, invariance par translation dans le temps. Une deuxième propriété, ça va être l'invariance par translation dans le temps. Ça, c'est une propriété complètement générale de la physique. Si vous faites une expérience maintenant et que vous revenez dans une heure, si vous faites la même expérience dans les mêmes conditions, vous allez obtenir le même résultat. Sinon, on ne sait pas bien ce que voudrait dire les lois de la physique en fait.
Donc, les lois de la physique sont invariantes par translation dans le temps. Par conséquent, si je pars de l'instant t pour aller à l'instant t', ou d'une manière générale d'un instant t0 pour aller à t0 plus delta t, avec delta déterminé, j'aurai toujours le même résultat. L'opérateur u, qui dépend de t et t', puisque c'est l'opérateur qui dit comment on passe de l'instant de départ à l'instant d'arrivée, en fait, il ne dépend que de la différence entre t et t', c'est-à-dire t' moins t. Donc u de t et t' équivaut en fait à u de t' moins t. Alors, petite parenthèse, on garde la même lettre alors qu'on a une fonction de deux variables d'un côté et d'une seule variable de l'autre. En toute rigueur mathématique, on ne devrait pas, mais peu importe, on comprend l'idée. Troisième propriété, continuité. Alors, on ne va pas pouvoir tout expliciter tout de suite, mais ça dit en gros que si on part de deux états voisins, eh bien on arrive à deux états qui sont voisins aussi. Question. C'est quoi deux états voisins? Alors, excellente question, mais pour l'instant, on n'a pas les outils. Pourquoi? Parce que les états sont des éléments d'un espace vectoriel. Et un espace vectoriel, si vous ne lui donnez pas une structure supplémentaire, ou des ingrédients supplémentaires, il n'y a pas de notion particulière de distance. On voit bien que pour définir la proximité entre états, il va falloir une distance. Pour cela, on verra que dans un espace vectoriel, on peut introduire une norme, et dès lors qu'on a une norme, on aura des distances. Et dès qu'on a des distances, on peut faire la topologie, etc. Alors, il y a d'autres propriétés générales qu'on peut énoncer sur l'opérateur d'évolution, mais là aussi, il nous manque des ingrédients mathématiques. Pour finir, cet opérateur est déterministe. Dire qu'il y a un opérateur d'évolution, ça veut dire que si vous connaissez l'état de départ, vous allez connaître l'état d'arrivée, c'est juste l'action de l'opérateur sur l'état de départ. Donc, les lois de la physique quantique, de ce point de vue-là, ne sont pas différentes des lois de la physique classique. Conceptuellement, vous avez un état initial, et puis le système évolue suivant des lois physiques, et l'opérateur d'évolution porte en lui l'ensemble de ces lois physiques, et va donc dicter l'état d'arrivée.